Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 9 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, le concours interquartier de salubrité porte fruit. À Kati, la population a enlevé les ordures qui se trouvent dans le collecteur qui traverse la ville. Et à Missabougou, c'est la rue qui passe devant le groupe scolaire Abdoulaye Chambal Sissao qui a été balayée. C'est le constat fait par le ministre en charge de l'assainissement et sa collègue chargée des infrastructures. Les acteurs des médias mènent la réflexion sur le journalisme malien face aux défis de l'intelligence artificielle, ceci à la faveur de la 32e édition de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. De la presse, on en parle aussi dans l'actualité AES, notamment au Burkina Faso, où le Conseil supérieur de la communication a tenu hier un atelier de réflexion sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne des médias et des journalistes dans un contexte de crise sécuritaire. Et au Niger, le gouverneur de la région de Difa a échangé avec les acteurs sur les travaux de réparation des deux endroits cassés par le ruissellement des eaux de la crue de Komandougou-Yobé. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé nous invite à la découverte du Centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses du Mali, inauguré tout récemment par le ministre en charge de la Santé. Et dans une vingtaine de minutes, vous aurez les résumés de toute l'actualité sportive avec Famrou Djouté. Nous allons parler notamment de cyclisme et de football. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, dans le cadre du suivi des activités du concours interquartier de salubrité, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, accompagné par son collègue des Transports et des Infrastructures, était à Kati et à Missabougou. C'est à Kati, la population a décidé d'enlever les ordures qui se trouvent dans le collecteur qui traverse Kati de long en large. À Missabougou, c'est la rue qui passe devant le groupe scolaire Abdoulaye Chambal Sissao qui a été balayée. Les deux ministres ont invité la population à s'impliquer davantage pour l'assainissement de leur quartier. Les détails avec Daouda Kone. Lancé le samedi 5 avril 2025, le concours interquartier de salubrité à Bamako et à Kati met en compétition certains quartiers des deux localités. Pour s'assurer du bon déroulement du concours, deux ministres sur le terrain, à savoir celui de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et son collègue des transports et des infrastructures. À Kati, la délégation a assisté à l'assainissement du collecteur qui démarre à Samakebuku pour passer par Katikura et traverser la ville de long en large. Au niveau de Moussaboukou, la population a choisi la devanture de l'école Abdoulaye Chambal Sissao pour offrir un bon cadre de vie aux apprenants de cet établissement scolaire. Les deux ministres ont profité pour signaler que c'est en prévision de la saison des pluies prochaines que le concours interquartier de salubrité à Bamako et Kati a été lancé afin de réduire au minimum les risques d'inondation et protéger les personnes et leurs biens. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'assainissement doit être un comportement de tous les jours. Tout le monde doit s'y impliquer aussi parce que les questions d'assainissement, ça concerne toutes les communautés, l'ensemble de la population. Non seulement ça permet de lutter contre les inondations, également ça permet de lutter contre les maladies. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Tous les désagréments, que ce soit les eaux usées, que ce soit les ordures, proviennent d'où? De nos familles. L'initiative, elle est bête, parce que même quand les ordures sont jetées dans les rues, ça vient obligatoirement dans les caniveaux. Et si les caniveaux sont bouchés, l'eau est sur la chaussée et la chaussée est dégradée. Et nous devrons œuvrer ensemble, main dans la main, pour combattre ces fléaux. Pour la réussite de ce concours, les autorités locales des 6 communes du district de Bamako et celles de la commune urbaine de Kati ont vu leur capacité renforcée à travers la donation d'un important matériel d'assainissement pour un coût de plus de 35 millions de francs CFA.
Le Mali a célébré hier 3 mai la 32e édition de la Journée mondiale de la presse. Cette célébration est une occasion de rappeler au gouvernement du monde entier leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Une occasion également pour les professionnels des médias de réfléchir sur les questions relatives à la liberté et à l'éthique professionnelle. Le journalisme malien face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle est le thème de cette journée au Mali. Les détails avec Arjou Matina. Devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur de l'information et de la communication, la Journée mondiale de la liberté de la presse se tient cette année dans un contexte national et international marqué par des profondes mutations technologiques et des crises de tout genre. Ainsi, la célébration du 3 mai est l'occasion appropriée de rappeler aux décideurs la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. S'agissant de la situation de la liberté de la presse pour l'année écoulée, le bilan est loin d'être reluisant à travers le monde et le Mali en particulier, selon le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante. L'année qui s'est écoulée a été une année difficile pour la presse malienne, sinon pour les médias du monde. Nous ne cesserons jamais de rappeler jusqu'à satisfaction les cas d'enlèvement, d'assassinat, et il faut ajouter désormais d'emprisonnement enregistré. Depuis 10 ans, les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. Hamadou Niali Bouli et Moussa Banadiko sont introuvables. Alousseni Togo, directeur de publication du Canard de la Venise, est placé sous mandat de dépôt le 9 avril dernier. Comme maintes fois exprimé, les autorités nationales sont fortement attendues sur la relecture des textes régissant le cadre juridique des médias maliens, sur la situation économique chaotique des médias maliens. Bazoumana Traoré. L'UNESCO poursuit son engagement historique pour soutenir le journalisme et les médias indépendants. En ces 3 mai, l'UNESCO rappelle que bâtir une paix durable est indissociable de l'accès à une information plurielle, fiable et accessible à tous. Invité pour la circonstance par son collègue du Mali, le président de la Maison de la Presse du Sénégal rend hommage aux professionnels des médias de par le monde et salue les efforts de la Maison de la Presse du Mali pour garantir la liberté de la presse, qui n'est pas un choix, mais une nécessité. Sambou Biagui, président de la Maison de la Presse du Sénégal. Il est impératif de relancer ou créer une union de presse en Afrique face aux défis croissants donc de notre secteur, renforce nos voix et nos intérêts communs. Al-Kaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La liberté de la presse est un pilier fondamental de tout état de droit. Elle constitue un baromètre essentiel de la vitalité démocratique d'un pays. Au Mali, malgré les défis que nous connaissons, le gouvernement de la transition a toujours affirmé son attachement à la liberté de la presse et à la pluralité des opinions. Cette liberté s'exerce aujourd'hui dans un environnement profondément bouleversé par l'émergence de l'intelligence artificielle. Outil puissant, elle peut être un levier fondamental pour améliorer l'accès à l'information, renforcer le travail journalistique et soutenir la gouvernance. La Maison de la Presse, lors de cette journée mondiale, respecte la tradition en organisant la Semaine nationale de la liberté de la presse. Une semaine qui permettra aux acteurs médiatiques, ceux de la société civile et des décideurs, de faire des échanges francs et constructifs. La semaine sera également marquée par le lancement du Fonds de solidarité de la presse. Un coup dur vient d'être asséné aux trafiquants de drogue. Les enquêteurs de la cellule anti-trafic de l'Office central des stupéfiants OCS viennent de saisir 12 kg de cocaïne pure d'une valeur marchande de plus de 240 millions de francs CFA. L'opération a eu lieu à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Elle a permis de mettre la main sur 2 individus de nationalité étrangère. Les précisions avec Mohamed Kayantaou. Tout semble calme dans la cour de l'antenne OCS de Sénou. Pourtant, à quelques mètres du bureau du commissaire, 2 présumés narcotrafiquants sont en garde à vue. Motif de leur interpellation, la saisie de 12 kg de cocaïne. Adjoint Katz à OCS. La drogue
dissimulé dans des bagages enregistrés a été intercepté lors d'un contrôle ciblé effectué sur un vol en partance pour Casablanca, Maroc. L'action rapide et coordonnée des agents de la CAT a permis l'interpellation de 2 individus de nationalité étrangère. Après analyse effectuée dans notre laboratoire spécialisé en narcotiques, il a été déterminé que la cocaïne saisie présente une pureté de 98,84%. Il s'agit de la cocaïne pure. La valeur marchande des produits saisis est estimée à plus de 240 millions de francs CFA. Œil vigilant, oreille attentive, aucun détail n'a échappé aux enquêteurs de la cellule antitrafic de l'OCS au cours de l'opération qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 mai dernier à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. L'Office central des stupéfiants félicite les enquêteurs de la CAT pour leur professionnalisme et leur vigilance. Il réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre ce fléau. De juillet à septembre 2024, le professionnalisme des limiers de l'OCS a permis de saisir plus de 45 kg de cocaïne pure à presque 100%. Occasion pour les responsables de la structure d'inviter les populations à la collaboration et à la vigilance. AES, actualité. Le Conseil supérieur de la communication a organisé hier à Ouagadougou un atelier de réflexion sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne des médias et des journalistes dans un contexte de crise sécuritaire. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur le rôle des hommes et femmes des médias dans la reconquête de l'intégrité territoriale. La rencontre va permettre également d'identifier les obstacles, de partager les expériences et formuler des recommandations afin d'aboutir à la création d'un pacte patriotique de la presse nationale. L'ouverture des travaux avec Boukari Kinda de la radio de Burkina. Cet atelier de réflexion sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne des médias et des journalistes dans un contexte de crise sécuritaire réunit les patrons de presse burkinabés, des experts en communication et journalisme. Voulu par le Conseil supérieur de la communication, il vise à marquer un nouveau départ dans les relations entre le gouvernement et la presse nationale, indique le président de l'institution, Louis Modeste Ouedraogo. L'idée de cet atelier est partie donc d'un constat, et celui qui, en tout cas, nous montre à tous une grande volonté de la presse nationale à continuer de contribuer parce qu'elle a déjà fait, elle le fait toujours, en tout cas à la réalisation des grands objectifs du moment, mais également les difficultés liées aux relations qui existent entre les autorités nationales et la presse nationale. Cette rencontre permettra également de susciter un engagement patriotique et une pleine participation citoyenne des médias. Les objectifs sont clairs. Travailler à améliorer donc la collaboration qui existe entre l'État et la presse nationale. Et en tant que régulateur, nous avons ce devoir, mais également poser tous les problèmes qui peuvent exister. Les recommandations issues de ces échanges devront permettre l'élaboration d'un pacte patriotique définissant des principes, valeurs et engagements de la presse nationale en soutien au FDS et VDP. La rencontre est placée sous le thème « Quelle contribution de la presse nationale burkinabé dans la reconquête du territoire national et l'affirmation de notre pleine et entière souveraineté ». Et au Niger, le gouverneur de la région de Difa a tenu le vendredi dernier une rencontre d'échange avec les acteurs sur les travaux de réparation des 2 endroits cassés par le ruissellement des eaux de la crue de Komadougou-Yobé. Le compte-rendu de la rencontre avec Amadou Hassan de la radio du Niger. Prennent part à cette rencontre d'échange, outre le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, le secrétaire général de la région Mahamadou Atahir Maïdouka, les cadres techniques régionaux, les responsables des projets, les opérateurs économiques et les syndicats des transporteurs, toutes catégories confondues. Objectif poursuivi à travers l'organisation de cette dernière est de discuter sur la réparation de la route nationale numéro 1, coupée en 2 endroits sur le tronçon Difa-Ningemi. C'est un tronçon qui va demander beaucoup de travaux si on veut le réaliser de façon définitive et durable. Il faut des ouvrages à ces endroits-là. Ce que nous pouvons faire,
est-ce possible? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose par nous-mêmes en attendant que Niamey nous vienne en aide? Comment nous allons le faire et quelle sera la contribution de chacun pour faire ce travail-là? Les échanges qui ont suivi l'intervention du gouverneur de la région de Difa, Mamadou Ibrahim Bagadouma, ont permis aux différents acteurs de suggérer des solutions urgentes avant l'arrivée des eaux de la Komadougou-Yobe à ce problème afin de soulager les souffrances des usagers. La page sport de cette édition, la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin s'est achevée hier. Le cycliste malien Daouda Djiri a terminé 6e au classement général par équipe. En football, l'édition 2025 de la CAN des moins de 20 ans garçons se poursuit en Égypte. Au plan local, l'actualité sportive est dominée par les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. L'USFAS et le Djoliba AC se disputent cet après-midi le deuxième ticket de la finale. Le premier a été empoché par le Stade malien de Bamako hier samedi aux dépens du FC Diara. Le développement de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. La seconde demi-finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football oppose ce dimanche l'USFAS au Djoliba AC. Ce sera à 17h au stade Mamadou Konaté. Une affiche plus équilibrée que la première sur le papier puisqu'elle met aux prises le deuxième et le troisième du championnat national Ligue 1 professionnel. Les Rouges du Djoliba sont deuxième du classement avec 37 points alors que les Militaires ont 33 points. En plus, les deux équipes se sont déjà croisées 2 fois déjà cette saison en championnat. Les Djolibistas se sont imposés 2-1 à l'aller lors de la 4e journée avant de concéder le match nul 0-0 au retour à l'occasion de la 17e journée. Cette demi-finale de Dame Coupe oppose également deux clubs au palmarès différents. D'un côté, le Djoliba AC, deuxième club le plus titré avec 20 trophées, et de l'autre, l'USFAS qui vise seulement sa 4e finale après celle de 1993, défaite contre le Djoliba AC 4-0, 1995, défaite contre le Stade malien de Bamako 1-0 et 2016, défaite contre le 11 créateur 7-6 au tir au but après un score de 0-0. Depuis 1960, date du lancement de la Coupe du Mali de football, seulement 8 clubs ont remporté le prestigieux trophée. Il s'agit du Stade malien de Bamako, du Djoliba AC, de l'AS Real de Bamako, du Club olympique de Bamako, du 11 créateur de Nyarela, du Sigui de Kaye, de l'Association sportive de Bamako et de l'US Bougouni. Si l'USFAS veut inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Mali de football, il faudra écarter le deuxième club le plus titré de la compétition, le Djoliba AC, cet après-midi au Stade Mamadou Konaté, pour rejoindre en finale le club le plus titré du tournoi, le Stade malien de Bamako. Les Blancs de Bamako se sont défaits difficilement 1-0 du FC Diara ce samedi à l'occasion de la première demi-finale. L'unique but de la partie a été inscrit par Mokhtar Sissé, 10 soldats, dans l'ultime minute de la partie. Tenant du titre, le Stade malien de Bamako défendra donc son trône jusqu'au bout. Sur le continent, CAN des moins de 20 ans 2025, l'Égypte, pays hôte de cette édition, n'est pas parvenue à se relancer. Battu lourdement par la Sierra Leone 4-1 lors de la deuxième journée, les jeunes pharaons devaient impérativement s'imposer face à la Zambie pour espérer se replacer dans la course à la qualification. Malgré une nette domination, les joueurs égyptiens ont été tenus en échec à 0-0 ce samedi lors de la 3e journée du groupe A. Dans l'autre rencontre du groupe, la Sierra Leone a battu la Tanzanie 1-0. Grâce à cette victoire, la Sierra Leone occupe seule la tête du groupe A avec 7 points. La Tanzanie occupe la dernière place du groupe avec 0 points en 2 matchs. Tout reste donc à jouer dans ce groupe, même si la Sierra Leone est à un succès pour assurer sa qualification. Au programme de ce dimanche 4 mai 2025, la Tunisie, défaite par le Nigeria lors de la première journée, sera opposée au Kenya à 15h GMT, alors que le Nigeria et le Maroc, tous deux vainqueurs lors de la première journée, se disputeront le leadership du groupe B à partir de 18h. La 20e édition du Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce samedi avec le sacre du Sud-Africain Reinhard Janse van Rensburg. Vainqueur la veille à Porto Novo, le coureur sud-africain conserve son maillot jaune et s'adjuge le classement général avec 12 secondes d'avance sur le Marocain Essabari Ibrahim et 33 secondes sur le Néerlandais Tom Weef. Daouda Djiri de l'équipe nationale du Mali est classé 9e au classement général. Il est d'ailleurs le seul coureur des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest qui est dans le top 10 au classement général individuel au temps. Au classement général par équipe, le Mali occupe la 6e place devant les pays comme le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo. Inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale depuis 3 ans, le Tour cycliste du Bénin enregistre 3 innovations pour sa 20e édition. La première, c'est l'introduction du paracyclisme prévu ce dimanche 4 mai, juste avant le Grand Prix de la ville de Cotonou. Le Grand Prix de Cotonou sera couru sur un trajet de 80 km. La deuxième innovation est l'avènement du Grand Prix des Amazones
Amazones. Autrement dit, une course des femmes. Ce premier Grand Prix des Amazones a été couru hier samedi, juste après la dernière étape du Tour du Bénin, sur un circuit fermé de 53 km 80 entre 19 coureuses. Une première édition remportée par la sprinteuse burkinabé Lamoussa Xungrana devant sa compatriote Hawa Bamogo et la béninoise Météovi Charlotte. La troisième et dernière innovation est l'inscription du Grand Prix de Cotonou au calendrier de l'Union cycliste internationale, ce qui veut dire que des cyclistes de partout peuvent venir courir afin d'engranger des points pour mieux se positionner au classement mondial. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui au tout nouveau centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses du Mali. Inauguré tout récemment par le ministre en charge de la Santé, cette structure permet aux étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé d'entamer leur formation pratique. Le centre est doté pour cela de tous les équipements pour la fabrication des orthèses et prothèses. Le premier responsable du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali a ouvert les portes de ce centre à l'équipe de Focus Santé. La visite guidée du centre avec Koumba Sissi. En plus des amputations dues aux différentes maladies comme le diabète ou les accidents, beaucoup de personnes victimes de la crise sécuritaire sont aussi dans des situations de handicap physique. Or, au Mali, il y a peu d'orthoprothésistes pour redonner du sourire à ces milliers de personnes. Voilà tout l'essence de la création d'un centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses du Mali, où actuellement la toute première promotion de la filière d'orthoprothésistes de l'Institut national de formation en sciences de la santé suit les cours pratiques. Situé dans l'enceinte du CNAOM, le tout nouveau centre dispose de plusieurs salles bien équipées pour la formation de ces futurs orthoprothésistes du Mali. Ce bâtiment est le fruit de la collaboration entre le ministère en charge de la Santé et le Comité international de la Croix-Rouge. Martin Akizimana, chef du programme de réhabilitation physique du CRCR. On reçoit les patients qui ont été référés par des hôpitaux ou bien des autres départements du CNAOM pour faire des évaluations complémentaires afin de prescrire un appareillage qui correspond à la condition du patient. C'est la salle qu'on appelle aussi la salle de moulage. Moulage signifie la prise des mesures. Après le moulage, l'étape suivante est le montage. Kokou Kouosso, maître orthoprothésiste du PRP du CSR. Pour le montage, les étudiants utilisent le laser. Donc avec ce laser, ils montent la prothèse avec précision. Dans la salle de lamination sortiront bientôt des prothèses d'une dizaine d'années de durée de vie, une technique qui n'était pas possible avant au Mali. Martin Akizimana. Les composants qu'on utilise pour la lamination, certains ne peuvent pas être compatibles avec la technologie PP. La technologie PP, c'est un type de plastique que nous utilisons pour faire les prothèses. La prothèse qui est faite en lamination peut durer jusqu'à 10 ans. Alors que notre technologie que nous utilisons ici, il est vrai, c'est accessible à tout le monde parce qu'il coûte moins cher, mais ça peut aussi, selon l'utilisateur, arriver entre 3 à 5 ans. Si la phase de production est bouclée, le patient est préparé pour le port de l'appareil. C'est là où le kinésithérapeute intervient. Myriam Attendé, kinésithérapeute. On commence déjà par leur apprendre à porter et à déchausser une prothèse. Ensuite, on fait l'exercice de mise en charge qui vont consister à mettre du poids dans le membre amputé. Et dans cette prothèse-là, il faut charger la prothèse pour que le poids du corps aille de façon équitable dans les deux jambes. Et après ça, on va commencer à faire des exercices de pas. Parmi les étudiants figure une apprenante qui a été victime de la poliomyélite. Elle avait de la peine à marcher, mais grâce au port de l'orthèse, elle se déplace facilement. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivée à embrasser cette filière. Et Madame Bélé. Avant, je marchais en appuyant sur le genou. En 2020, grâce au CCR, j'ai eu mon premier appareil. Et aujourd'hui, je suis avec le deuxième appareil. Et ça m'a permis d'avoir mon autonomie. Et c'est ça qui m'a motivée d'aller vers la filière, étudier et apporter mon aide à des personnes qui sont dans la même situation que moi. Amadou Diallo,
directeur général du SENAOM. De l'indépendance à nos jours, le Mali ne comptait que 25 orthoprothésistes formés, et la plupart formés au Togo. Avec l'ouverture des nouvelles filières à l'Institut de formation en sciences de la santé et ce centre d'excellence qui reçoit les étudiants en orthèse et prothèse. Aujourd'hui, le Mali peut répondre comme étant le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, le deuxième pôle de formation de ce métier-là. Par an, le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali produit plus de 1200 orthèses et prothèses. À 9h passées de 23 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Kamara. Mohamed Koulibaly a assuré la mise en ligne, une édition réalisée et coordonnée par Ousmane Daou. Tout de suite, vous avez un rendez-vous avec la météo. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, une présentation de Moussa Papa Aïdara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.